Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Alors, nous avons vu le cas de nos jumeaux. Voyons maintenant le point de vue de B. Alors, là, nous l'avons vu, la dilatation du temps est réciproque. Ça veut dire que du point de vue de B, c'est A qui subit une dilatation du temps, c'est donc l'horloge de A qui va plus lentement, à la fois pendant le voyage aller et le voyage retour. Le résultat ne dépendant pas du signe de la vitesse. Et donc, lors de leur retrouvaille, A devrait être plus jeune que B. Et ça, c'est l'inverse du résultat que nous avons déduit dans la vidéo précédente. C'est une contradiction, d'où le nom de paradoxe, qui vient de là. Mais en réalité, le raisonnement que je viens de faire ici est faux. Il résulte d'un usage incorrect de la relativité restreinte. En effet, mais ce n'est pas flagrant pour un débutant ou un passionné qui connaît un peu la relativité, surtout à travers de la vulgarisation, mais ne maîtrise pas réellement les détails de la théorie. Par exemple, si on utilise les transformations de Lorentz qui servent à relier les coordonnées entre elles, on ne tombe jamais sur des paradoxes. Lorsque B doit faire demi-tour, et il est bien forcé de faire demi-tour pour revenir et retrouver A, retrouver son frère jumeau. Lors de ce demi-tour, il subit une accélération. Or, la dilatation du temps que nous avons donnée comme ça vient en réalité de ces transformations de Lorentz. Et elles sont établies pour un référentiel à vitesse constante. Ça, j'en avais parlé, c'est la relativité restreinte. Elle s'applique à des référentiels à vitesse constante. Et donc pas pour un référentiel attaché à B qui serait accéléré lors du demi-tour. Ce qui se passe en réalité du point de vue de B, c'est que pendant qu'il s'éloigne, il voit effectivement que A subit une dilatation du temps. De même, pendant son voyage de retour, à vitesse constante. Mais lors du demi-tour, s'il tentait de mesurer l'horloge de A, il constaterait que A vieillit d'un seul coup. Ça peut paraître bizarre, mais rappelons-nous que le demi-tour ici est considéré comme particulièrement brutal. Avec des accélérations plus modérées, il n'y a pas de tel vieillissement brutal. Mais il est inutile de creuser le cas des accélérations. Nous avons le point de vue de A, qui est vu comme inertiel, c'est-à-dire à vitesse constante, sans accélération, et son point de vue suffit à déduire le résultat des jumeaux. Tout ce qu'on peut dire ici, c'est que la situation de A et de B n'est plus symétrique. B a une particularité dans son voyage, il a un référentiel pour le voyage aller, et pour le retour, c'est un référentiel, en fait, inertiel, mais à vitesse constante, mais à vitesse constante dans l'autre sens, avec entre les deux une accélération. Et donc, la situation n'est plus symétrique. On peut d'ailleurs imaginer une situation symétrique. A et B partent ensemble, font tous les deux demi-tour, et puis reviennent. Et dans ce cas-là, que dit la relativité? Ils ont le même âge. C'est symétrique. Donc la réciprocité n'est plus valide. Et on ne peut plus appliquer la dilatation du temps comme ça. Notons en plus que ce n'est pas l'accélération qui provoque le décalage dans le paradoxe des jumeaux. Le décalage du temps lors de leur retrouvaille. Il est dû en fait au facteur gamma et au voyage. Et à l'asymétrie des deux situations. L'accélération, elle, est simplement la cause de cette asymétrie. Et d'ailleurs, la valeur de gamma dépend uniquement de la vitesse et pas des accélérations. Cette situation non symétrique, la différence entre A et B sera bientôt plus claire quand nous verrons les diagrammes espace-temps. On voit aussi clairement l'origine du paradoxe. Si on ne maîtrise pas la
la relativité restreinte, qu'on ne connaît que via la vulgarisation, par exemple, des choses comme la contraction des longueurs, dont je n'ai pas parlé ici, ou la dilatation du temps, on peut être amené à faire de grosses erreurs d'utilisation. Et les confusions sur les effets dus aux accélérations ou aux vitesses ne sont pas non plus flagrantes si on ne connaît pas les détails théoriques. Et par conséquent, on a vite tout mélangé. Et croyez-moi, des mélanges et des tartines, j'en ai vu. Passons à un autre point, un autre élément important en relativité qui va nous conduire après au diagramme. Considérons la quantité S carré égale C carré T carré moins X carré. Alors cette formule ne doit pas vous effrayer. C'est juste le carré, c'est de A, c'est A fois A. C'est C fois T élevé au carré, moins la distance X élevé au carré. On fait la différence des deux et ça nous donne cette quantité. C'est tout. Cette quantité fondamentale en relativité, c'est pour ça que je vous la donne, non pas dans une partie technique, mais telle quelle, c'est appelé intervalle relativiste. Ici, c'est l'intervalle entre l'origine du référentiel, O, pour x égale 0, t égale 0, et un événement E, quelconque, de coordonnées x, t. On peut généraliser ça à toute paire d'événements, et on peut même l'exprimer en considérant des quantités infinitésimales, ce qui permet d'utiliser tout l'arsenal mathématique qui existe, qui est puissant. Nous ne ferons pas ça ici, bien entendu. Ce qui est très important pour nous, et en relativité, c'est que les intervalles relativistes se classent en 3 catégories. Tout d'abord, nous avons les intervalles lumière. Supposons qu'en O, l'origine du repère, on envoie un signal lumineux qui arrive jusqu'à un point et l'arrivée est l'événement E. Dans ce cas, la distance parcourue, si c'est le long de l'axe X, comme ici, on peut aussi généraliser avec Y et Z, bien entendu. La distance parcourue, c'est simplement C fois le temps. Et donc, S doit être égal à 0. S égale 0 est donc appelé un intervalle lumière. Considérons maintenant les intervalles de type espace ou intervalles spatiaux. Ce sont des événements, 2 événements, tels qu'aucun signal ayant une vitesse inférieure ou égale à c, qui constitue la limite, ne peut joindre les événements. Ici, c'est O et E. C'est-à-dire, si O et E sont séparés par une distance x qui est supérieure à c fois t. Donc ça c'est 0, 0, position 0 temps 0. Ici, position x, t. Si x est supérieur à c fois t, alors la distance est trop grande et même un signal lumineux n'a pas le temps d'arriver avant que l'événement E se produise. Donc, rien ne peut les rejoindre, ni objet, ni particule, ni rien du tout. Dans ce cas-là, ceci implique que S carré est négatif. L'intervalle est négatif. Un exemple, ce sont 2 événements simultanés. Ils se produisent au même moment, et donc la différence de temps est nulle. Et S carré est simplement moins la distance au carré qui les sépare. L'intervalle est négatif. Et la 3e catégorie, c'est les intervalles dits de type temps. Là, c'est l'inverse d'ici. La distance entre les 2 événements est inférieure à ct, le temps qui sépare les 2 événements. La distance est plus courte, et donc un signal peut les joindre, ou une particule, un objet, n'importe quoi,
qui peut joindre O et E en allant moins vite que la lumière. Et dans ce cas-là, l'intervalle est positif. Attention, dans la littérature ou diverses vidéos que vous pourriez voir, il y a parfois une convention de signes différente. Donc entre les deux intervalles spatiaux et temporels, ici j'ai choisi négatif pour les spatiaux, positif pour les temporels. Ça peut être différent chez un autre auteur. De plus, si on a un objet quelconque qui va de O en E, séparé par un intervalle de type temps, cet objet a un temps propre. Il peut transporter sa propre horloge. Et donc, on peut ordonner dans le temps O puis E. Ils ont un ordre temporel. Et comme le temps propre est invariant, cet ordre temporel est invariant. Il est le même pour tout observateur. Notons que tout objet physique ayant une vitesse inférieure ou égale à la vitesse de la lumière, sa trajectoire est composée de petits bouts d'intervalles de type temps ou de type lumière, s'il va à la vitesse de la lumière. On peut démontrer, avec les postulats de la relativité, que l'intervalle qui sépare deux événements quelconques, qu'ils soient de type lumière, spatial ou de type temps, l'intervalle qui les sépare est invariant. Il est le même pour tout observateur, tout référentiel. Donc sa catégorie, lumière, spatial, temps, également identique pour tout observateur. Et donc, ces intervalles et leurs catégories nous disent quelque chose sur l'espace et le temps en relativité, puisqu'ils permettent de catégoriser les relations spatiales et temporelles des événements. Et on voit que, de plus, l'intervalle mélange le temps et l'espace. On a le temps, t, mais aussi l'espace, x. Ainsi, par contre, on ne peut pas considérer le temps comme absolu, puisque pour le type temps, nous avons un ordre temporel, mais ce n'est pas le cas pour les autres. Pour le type spatial, par exemple les événements simultanés, on a vu que la simultanéité était relative. L'un peut arriver avant l'autre, ou l'autre avant l'un. Donc là, l'ordre temporel n'est pas fixé pour les intervalles spatiaux. Et donc on ne peut pas considérer l'espace et le temps isolément. Le temps subit la dilatation du temps, et les positions ne sont pas invariantes non plus. Ça, c'est même évident. Hein, je suis sur le quai, un homme est assis dans un train, le train avance. Lui, il regarde une balle qui rebondit sur le sol, j'ai déjà pris cet exemple. Elle rebondit toujours au même endroit, même position. Alors que moi qui le vois passer, je dis, ben non, la balle, elle rebondit chaque fois à un endroit différent. Donc, évidemment, l'espace n'est pas absolu. Les relations spatiales ne sont pas absolues. C'est déjà vrai en physique classique. Pour le temps, non. Donc, ça veut dire que le temps et l'espace sont intimement liés. En relativité, les deux vont de pair. Et cela conduit au concept d'espace-temps. C'est-à-dire d'écrire l'ensemble des choses à l'aide à la fois de l'espace et du temps. L'ensemble correspond à un espace au sens large, là. Un espace qui inclut à la fois les relations spatiales et le temps, où chaque point de cet espace spécial, de cet espace-temps, chaque point est un événement qui se produit à des coordonnées x, y, z,
t donné pour un référentiel donné ou d'autres coordonnées, mais les relations entre les points par les intervalles, eux, sont invariants, ce qui donne la structure de la géométrie de cet espace-temps à 4 dimensions, 3 dimensions spatiales et une de temps. Et cet espace-temps, dont les fondations mathématiques n'ont d'ailleurs pas été données par Einstein, s'appelle espace-temps de Minkowski. Dans la prochaine vidéo, nous verrons des représentations, des diagrammes qui permettent de représenter l'espace-temps, ils sont très faciles, et qui nous permettront d'illustrer un certain nombre de choses. Je vous remercie.